Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. L'Union des magistrats du Sénégal a élu son nouveau président. Le magistrat Cheikh Ba succède à Ousmane Chimère Diouf. C'est à l'issue d'un vote devant deux autres candidats. Le président sortant rappelle par ailleurs les limites constitutionnelles du pouvoir législatif à l'occasion de leur assemblée générale tenue ce samedi. À suivre, la fistule obstétricale, une pathologie qui constitue le calvaire de beaucoup de femmes, surtout à l'est du Sénégal. Aucune donnée statistique. Dans ce journal, le portrait croisé de deux femmes qui ont réussi à s'en sortir. À la découverte de Djalawali, le festival du Waalo a réussi toutes les cultures, a revisité toutes les cultures de la région nord, ancrage de la résistance esclavagiste magnifiée. En sport, tirage Ligue des champions à Dar es Salaam, l'ASC Jaraaf rencontre la Colombe du Cameroun et Génération Foot, la FAD d'Abidjan. Nous serons avec Talafal et Cheikh Sidiba. L'actualité internationale boucle cette édition avec Daniel Diouf. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Le magistrat Cheikh Ba, élu nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal, le président de chambre à la Cour d'appel de Dakar succède au président sortant Ousmane Chimère Diouf. C'est à l'issue d'un vote tenu ce samedi lors de l'Assemblée générale de l'UMS face à deux autres candidats, notamment Mohamed Ndiaye Sarr, substitut du procureur de Saint-Louis, et Hassimou Diop, président de chambre de la Cour d'appel de Ziguinchor. Au cours de cette assemblée générale, le magistrat Ousmane Chimère Diouf rappelle les limites constitutionnelles du pouvoir législatif en réaction à une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoyait la convocation de magistrats. Le président sortant de l'UMS souligne que les principes qui régissent leur profession sont incompatibles avec le populisme. Le voici au micro de Al-Hassan Ba. Nous sommes conscients que le peuple, au nom de qui justice est rendue, a parfaitement le droit de porter un regard critique sur la bonne marche de celle-ci, surtout que c'est lui qui subit les conséquences de l'application rigoureuse de la loi. Et le système judiciaire est lui-même basé sur la critique, puisque les voies de recours ont été créées pour permettre aux plaideurs non satisfaits d'une décision de saisir la juridiction supérieure. Critique ne signifie cependant pas discrédit, et la frontière doit être clairement définie pour éviter tout dérapage. Les principes gouvernant notre profession ne sont nullement conciliables avec le populisme. Le respect de ces principes justifie le silence du bureau après le vote par l'Assemblée nationale de la loi portant règlement intérieur qui, dans une de ses dispositions, avait prévu la possibilité pour le Parlement de convoquer les magistrats. Le Conseil constitutionnel étant appelé à contrôler la constitutionnalité de cette loi, de cette nouvelle règle, le Bureau avait en toute logique choisi de différer sa prise de position. Par décision numéro 2C 2025, rendue le 24 juillet 2025, la haute juridiction rappelant les principes de base de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses considérants 49, 50 et 51, a déclaré certains alinéas de l'article 56 du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale contraires à la Constitution. Nous nous y conformerons et tenons simplement à rappeler que la Constitution donne la prérogative au Parlement de contrôler l'action du gouvernement, d'entendre les membres du gouvernement, les directeurs généraux d'établissements publics, de sociétés nationales et d'agences par le biais de commissions parlementaires permanentes. Si l'Assemblée a également la possibilité de créer des commissions d'enquête, il est aisé de constater qu'aucune disposition de la loi fondamentale ne lui donne expressément compétence pour entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le règlement intérieur, qui ne peut ni modifier ni contredire la Constitution, bien qu'étant matérialisé par une loi organique, n'a pas pour autant valeur constitutionnelle.
C'était là donc le président sortant de l'UMS, donc remplacé par le magistrat Sherba. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec l'Union des paramédicaux du Sénégal qui dénonce des examens de certification organisés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Avec seulement 15 admissibles sur plus de 2000 candidats, les paramédicaux exigent l'application du système LMD. Voici Ibrahim Ndiaye, le président de l'Union, au micro de Al-Hassan Ba Yaya Diallo. Nous allons dénoncer ces résultats jusqu'aux dernières énergies. Les examens de certification en vue de l'obtention des diplômes d'État infirmiers et sages-femmes organisés jusqu'ici par le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour les établissements de formation publics et privés non reconnus par le ministre de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation sont devenus illégaux en référence aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour preuve, depuis 2017, aucun des ministres de la Santé qui étaient là n'osait signer ces diplômes. En référence aux lois numéro 91 portant orientation et l'éducation nationale, numéro 2011-5 relatif à l'organisation du système LMD dans les établissements d'enseignement supérieur privé et numéro 2015-01 portant loi d'orientation de la formation professionnelle et technique, la MSAS outrepasse ses prérogatives et continue d'organiser illégalement les examens de certification pour les établissements de formation publics et privés non reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, MESRI. À l'instar de l'école de développement sanitaire et social 1-2S et des unités de formation et de la recherche en santé, UFR Santé, les établissements habilités et dont son programme est accrédité ne participent plus à ces examens de certification. Cette situation de confusion qui sévit dans la formation, la délivrance des diplômes et le recrutement des infirmiers et sages-femmes bouleverse sérieusement l'avenir de milliers de jeunes Sénégalais et Sénégalaises engagés dans ces professions qui, depuis 2014, subissent toutes sortes de blocages administratifs, de discrimination et calomnies non fondées au regard de la dite réglementation. Nous vous le disions en titre, la fistule obstétricale, véritable calvaire de beaucoup de femmes, alors que le Sénégal ne dispose toujours pas de statistiques claires, une pathologie qui affecte dangereusement les parties génitales féminines, surtout à l'est du Sénégal. Voici un portrait croisé de deux femmes qui se sont battues pour vaincre la maladie. Fatou Bintou Konté et Mohamed Dian sont allés à leur rencontre. Elles sont nombreuses, les femmes atteintes de fistules obstétricales dans certaines régions du Sénégal, surtout à l'est du pays. Cette perforation entre le vagin, la vessie et le rectum survient après un accouchement difficile. Et Hawadia, mariée à 13 ans, a eu la fistule obstétricale lors de l'accouchement de son 7e enfant à l'âge de 34 ans. J'ai eu un accouchement très difficile, c'était lors du dernier enfant. Il était sorti par les pieds, on a tout fait pour m'aider à accoucher normalement, mais c'était impossible. Je me rappelle, c'était mon 7e enfant, en ce moment-là, je n'étais âgée que de 34 ans. À 34 ans, Quant à Ramatayon, habitante de Kotiari, c'est son dernier accouchement à domicile qui lui a donné la fistule. J'ai toujours accouché à la maison. Une seule fois, je me rappelle bien que j'ai accouché à l'hôpital. C'était l'aîné, je pense bien. Sinon, les autres, j'ai accouché à la maison et je ne faisais pas mes visites normalement. C'est pourquoi le dernier est venu et ça a été très difficile. Ces deux mères de famille ont vécu très difficilement la maladie. J'ai vécu très difficilement la maladie, c'était dur, mais depuis mon opération, il y a du mieux, même si ça vient petit à petit, mais pas comme avant. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas arrêter les liquides, que ce soit l'urine ou le sel, c'était pareil. C'était difficile, hein? Je ne m'en sortais pas sincèrement. Seulement, Hawa a eu le soutien total de sa famille, surtout de son mari. Mon mari m'a toujours soutenu, ainsi que mes parents. Même pour laver mes habits, c'est lui qui achetait les détergents et tout. Même de quoi me parfumer, c'est mon mari qui s'en chargeait. Contrairement à Ramata, qui a été abandonnée par son époux. Mon mari m'a abandonnée, c'était dur. Je suis quelqu'un de très pauvre et mes parents, certes, m'ont soutenu, mais c'était difficile. Il le faisait au début, il faut le dire. Mais après, ses parents lui ont dit d'arrêter, sinon il allait finir pauvre car c'est une maladie qui ne se guérit pas. Comme elle est guérie, elle souhaite retrouver le domicile conjugal car, dit-elle, elle n'a pas été répudiée, mais abandonnée.
Je veux retourner dans mon foyer, c'est mon souhait. Il faut savoir, il m'a juste abandonné. Merci à vous, Fatou Bintou Conté. Lutte contre les violences basées sur le genre. L'on s'intéresse dans ce journal aux conditions de travail des femmes domestiques, surtout celles en situation de handicap moteur, souvent beaucoup plus exposées, selon Awanger Fall du ministère de la Femme et de la Famille. Elle est au micro de Pape Faragning et Ahmadouba. La problématique des violences faites aux femmes et aux filles est devenue d'une grande prévalence au niveau du Sénégal. Récemment, je l'ai dit tout à l'heure, hier déjà, on a assisté à un cas de féminicide, une femme qui a été tuée par son mari parce qu'elle n'avait pas préparé le repas. Et je pense que depuis janvier, c'est le 7e ou 8e cas de femmes tuées par son conjoint. Donc on assiste à une recrudescence des violences qui sont dues à plusieurs facteurs, notamment à notre façon d'être éduqués, à notre culture, à nos croyances religieuses, etc. Et dans cette problématique des violences, les femmes en situation de handicap et les filles aussi sont trois fois plus touchées que les femmes valides, donc sans handicap. Donc c'est pour vous dire que c'est une problématique majeure chez les femmes en situation de handicap. Parce qu'elles sont doublement vulnérables parce qu'elles sont déjà femmes, vulnérables parce qu'elles sont en situation de handicap. Et la transition est toute trouvée pour parler de cette loi d'orientation avec la Fédération nationale des handicapés qui dénonce les lenteurs administratives. Elle exige l'application totale de cette dite loi pour aider les pouvoirs publics à diligenter les textes et promouvoir la politique inclusive. Voici Santi Agne, le porte-parole de la Fédération, au micro de Abdoulaye Patéane. Depuis 2010, sur la dizaine de décrets attendus, seuls 2, semble-t-il, ont été signés. Cela veut dire que quand les régimes qui se sont succédés disaient en matière de politique publique, nous voulons le fast-track en matière de politique pour les personnes handicapées, il s'agissait plutôt de low-track. Tout est allé très lentement. Et aujourd'hui, il est à constater que les problèmes que nous avions pointés du doigt, nous, associations de personnes handicapées, il y a 30 ans, ces problèmes demeurent. Pourquoi? Malgré les positions prises par les différents présidents de la République, dont le dernier, monsieur le président Diomaye Faye, qui dit « Faites en sorte que les personnes handicapées soient bénéficiaires des politiques publiques ». Pourquoi? Jusqu'à présent, il y a on traîne des pieds. Parce que simplement, contrairement à tous les pays qui ont fait avancer la cause, jusqu'à présent, il n'y a pas une structure dédiée à la problématique des personnes handicapées. L'intersyndicale sectorielle de l'économie informelle interpelle l'État pour la réforme du Code du travail plus juste et inclusif. Ce secteur qui constitue 90% du tissu économique. Le cadre mène une tournée de sensibilisation à Tambacounda, suivant les explications de Mariam Mboued, qui est la coordonnatrice de cette organisation, au micro de Mohamedou Diouf. Le travail de l'économie informelle au Sénégal. L'informel travail, je pense qu'il occupe 90%, c'est assez important. Nous faisons travailler des gens, nous payons des salaires, nous nous occupons des enfants, nous nous occupons des familles, nous nous occupons de la couverture de maladie de nos familles, même si nous n'avons pas de couverture. Quand nos enfants tombent malades, nous les soignons. Je pense que c'est assez important. La stabilité du Sénégal, qu'on le veuille ou pas, c'est l'informel. Je pense que les aider davantage à se formaliser, à prendre en charge les préoccupations, que ça soit vraiment rédigé sur du papier, qu'on ait des contrats de travail spécifiques suivant nos moyens. Parce que celui qui travaille aujourd'hui, qui gagne de l'argent, demain ne gagne pas, c'est une situation pas très stable. Donc il faut le gérer. Après ce travail-là, nous attendons que l'État quand même puisse prendre en compte nos préoccupations. Ça veut dire que, disons, que l'informel puisse avoir un statut, et après nous passons à la seconde phase, voir
avec des consultants, faire, disons, l'évaluation, chaque personne, chaque employé, quel est son salaire, et en fonction de ce salaire-là, déterminer un montant pour la cotisation que nous allons verser au niveau du guichet unique pour les 4 ports. Moi, je pense que l'État gagnerait davantage à faire ce travail-là. Ça lui permettra de pouvoir gagner de l'argent. Parce que moi, j'ai eu à un peu extrapoler pour voir. J'ai dit que si chaque travailleur informel, nous représentons en moyenne 8 millions. Si chaque travailleur informel cotise 4 000 francs par mois, à la fin de chaque mois, ça fera 32 milliards. Et ça, je pense que c'est une facteur. Les habitants de la cité Apix Tivaouane Peulh élèvent la voix. Ils alertent depuis plus d'un mois. Ils sont confrontés à un manque d'eau au quotidien. Les robinets coulent tard dans la nuit. Ils disent avoir informé les autorités concernées, mais aucune réponse favorable à leur requête. Les habitants de la cité Apix de Tivaouane interpellent les autorités étatiques. C'est un reportage signé Aminata Ba et Ousmane Baldé. Depuis plus d'un mois, les habitants de la cité Apix à Tivaouane Peulh vivent un véritable calvaire. Aucune goutte d'eau ne coule de leur robinet en journée. Ce n'est qu'à partir de 2 heures du matin qu'ils parviennent à obtenir de l'eau potable et encore en quantité limitée. Les populations rencontrent d'énormes difficultés liées donc à l'eau. La pression elle est très basse. Les robinets n'ouvrent que tard dans la soirée. Les femmes et les hommes donc sont obligés de rester des fois jusqu'à des heures tardives, 4 heures du matin, 3 heures du matin, pour au moins espérer avoir de l'eau. Face à cette pénurie, les riverains sont contraints de se tourner vers des pompes à eau manuelle pour s'approvisionner, une eau qu'ils jugent de mauvaise qualité. Avec l'aide des riverains, du délégué et d'autres riverains qui disposent de pompes donc souterraines, les populations arrivent à avoir de l'eau pour au moins donc se laver, pour faire le linge, mais cette eau-là, elle n'est pas comestible. On ne peut pas l'utiliser pour la cuisine. La nappe, elle est proche de la zone de Mbebes, qui, donc, comme vous le savez, constitue une pollution. De son côté, le délégué de quartier, Nongosal, affirme avoir alerté les autorités compétentes, mais aucune solution concrète n'a encore été apportée. J'ai appelé le directeur de la CNO de Rufisque pour lui mettre au courant de la situation. Le responsable du réseau, nous l'avons contacté à plusieurs reprises, mais il n'a pris aucune mesure jusque-là. Et malgré le projet KMS3, le manque d'eau potable persiste toujours à Tivaouane Peulh. À l'échelle de la commune de Tivaouane Peulh, plus de 50 quartiers sur les 59 existants ne disposent toujours pas d'eau potable, faute d'être raccordés au réseau de la CNO. Cap à présent sur Bounkiling au sud du Sénégal, une étape de la caravane écologique initiée par le ministère de l'Environnement, une localité frontalière à la Gambie et où le trafic international de bois gagne du terrain. Le directeur des eaux et forêts promet de renforcer la vigilance. Il s'est rendu à Bogal où 600 caïcédras ont été plantés par le marabout. C'est une correspondance signée Bakary Konté Khalidjeme. Le département de Bounkiling, frontalier à la Gambie, souffre du trafic international de bois. En visite dans la zone, le directeur des eaux et forêts s'engage à combattre le fléau. La région de Sédhiou, comme les autres régions administratives de la Casamance, renferme les derniers bastions forestiers. Et là, il va falloir renforcer et redoubler d'efforts pour maintenir ce potentiel et voir le développer. Et ce potentiel forestier est agressé par endroits, par les coupeurs de bois, dans le cadre d'un trafic illicite. Et pour cela, donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités administratives, mais également les chefs religieux, pour venir à bout de ces malfaiteurs. Le colonel-major Babacar Dione, directeur des eaux et forêts, promet de renforcer ses agents pour faire face aux trafiquants. Nous travaillons à renforcer l'équipement des agents des eaux et forêts. Vous avez vu, nous avons eu de nouvelles acquisitions et nous avons visité à Bounkiling, le bâtiment qui est en train d'être construit, pour améliorer les conditions de travail des agents. Et pour cela également, le code forestier a été adopté en 2018 pour renforcer les peines, les sanctions. Et il faut également renforcer la cohésion entre les deux pays pour permettre d'avoir une harmonie, mais également une lutte collective. À Bogal, le marabout Tcherno Abdourahmane Bari a planté plus de 600 caïcédras sur une distance de 6 km, l'axe Saré Alkali Bogal. Cette caravane écologique va sillonner toutes les régions du pays, tous les pôles, pour
rencontrer les communautés, rencontrer les porteurs de voix, les autorités administratives et locales, et les populations, pour voir ce qu'ils sont en train de faire en matière de reboisement. Dans ce cadre-là que nous sommes là, au niveau de Bogal, où le marabout Thierno Abderrahmane Bari est en train de faire un travail extraordinaire pour le renforcement de la végétation, le reverdissement de la zone. Le directeur des eaux forêts a salué l'engagement et la détermination de ses agents qui multiplient les saisies dans la zone. À 72 heures du Grand Magal de Touba, le député maire Mbaye John tire à boulet rouge sur le régime. Le nouveau secrétaire général de l'AFP déplore les mauvaises conditions de vie des populations du Sénégal. À Touba, il interpelle les autorités à soulager certaines familles qui peinent à joindre les deux bouts. Voici le député maire de Ngoundiane au micro de Tall Samb. Aujourd'hui, si nous voyons les difficultés dans lesquelles la population de Touba vit aujourd'hui, avec des inondations jusque dans l'enceinte de la résidence de Khadimou Rassoul, ça nous fait très mal. Et ces inondations ne s'arrêtent pas seulement tout aux alentours de la mosquée. Même dans les quartiers périphériques, vous voyez beaucoup de populations inondées. Par la grâce de Dieu, je suis résident de Touba, j'ai ma résidence ici, mais je sais que dans le voisinage, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des difficultés auxquelles il n'y a que l'État du Sénégal est habilité à subvenir. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel aux autorités de ce pays de penser aux populations qui les en font confiance. La ville de Touba a majoritairement voté pour ce régime en place. Je pense qu'ils sont là pour tous les Sénégalais, mais ils sont là pour la population de Touba qui vit dans une misère incommensurable. En dehors des inondations, aujourd'hui nous vivons une période de disette. L'hivernage est arrivé très tard. Aujourd'hui les populations ont des difficultés même pour préparer le Magal. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État du Sénégal de penser aux programmes sociaux d'assistance aux populations vulnérables. Les gens du Sénégal en ont besoin, toutes les populations, mais la population de Touba en a besoin. C'est vraiment un cri de cœur que je lance parce que ce que j'ai vu en termes de difficultés pour accéder à l'eau, mais également pour évacuer les eaux d'inondation, c'est extrêmement difficile. Il s'y ajoute les difficultés quotidiennes. Beaucoup de Sénégalais ont perdu leur emploi. Beaucoup de Sénégalais ont perdu espoir. Donc c'est un appel solennel que je lance à ces autorités à partir de Touba pour que véritablement ils puissent penser aux Sénégalais, mais ils puissent penser aux difficultés que les populations de Touba vivent. Et nous parlons de l'enseignement islamique dans la région de Matam. 200 étudiants en passe de recevoir leur sésame après 2 années d'apprentissage auprès de Thierno Mohamedou Lamine Dembo. Au lancement des révisions générales, le porte-parole du Saint-Homme interpelle le gouvernement pour plus de soutien et alerte sur nos frontières poreuses propices au terrorisme. Matam Ali Bandelnian. Après la première édition de 2023, le Dara de Thierno Mohamedou Lamine Dembo s'apprête à délivrer 200 maîtrisards du Saint-Coran et de la Charia. Originaire de la Guinée-Bissau, Thierno Dem, comme on le surnomme, est à la tête d'une véritable université islamique. Des apprenants de nombreuses nationalités se retrouvent dans ce grand Dara à Ourossogui. Après 2 années d'études, c'est le moment des toutes dernières révisions avant le titre. C'est notre... c'est une tradition soufisme qu'on fait tous les ans et dans tous les daras aussi, les grands daras des universités, comme cette dara-là. C'est une tradition soufisme qu'on appelle le tafsir al-Qur'an, qui va être pendant 3 mois, le marabout va faire le tafsir aux talibés. Après ces 3 mois, on va les réunir pour les donner l'autorisation de tafsir al-Qur'an, qui va les nommer des alphas. On appelle alpha et tafsir alpha Habib, comme moi et les autres qu'on voit ici. C'est ça qui nous a réunis aujourd'hui là. Le nombre cette année, c'est aux environs de 200 personnes. En ce moment-là, ceux qui ont commencé, c'est 181 personnes qui ont commencé. À marge de la cérémonie de lancement, justement, le porte-parole du Dara en a profité pour interpeller les autorités sur ce qu'il considère comme étant les grandes préoccupations du marabout. Comme tous les Dara,
c'est la difficulté de l'alimentation. Et le marabout cherche toujours pour faire l'agriculture des aides. Mais on a des difficultés aussi dans les routes. Quand on vient ici, des Guinéens-Conakry ou des Bissau-Guinéens, on vous demande beaucoup de l'argent dans la route, dans les routes, dans les postes gendarmerie et policiers. Ça aussi, c'est des difficultés qu'ils nous aident de ça pour qu'on cultive, pour faire alimenter tout ce monde qui est là. Il y a beaucoup de monde, il y a 500 talibés qui sont dans la ville de Ourossogui. Surtout la sécurité frontière entre Sénégal et Mali. Ici, on est au Fouta. Le terrorisme, toujours c'est quelque chose qu'on doit éviter et on doit lutter contre lui. Donc c'est pour ça que le marabout nous demande aux autorités, au gouvernement sénégalais, pour qu'ils puissent augmenter la sécurité ici. Connu pour ses rapports fraternels avec Thierno Mohamedou Samassa de Matama, Thierno Mohamedou Lamine Dembo a surtout formulé des prières pour que la paix continue de régner au Sénégal. Les Walo-Walo revisitent l'histoire de Diallo-Wali sur la résistance des esclaves, un festival qui a réuni toutes les cultures de la région nord, un événement riche en culture et en enseignement sur la diversité culturelle. Ousseynou Diop, Habib Saïk. Dagana a organisé la 6e édition du festival Diallo-Wali. L'édition a démarré avec plusieurs activités dans les rues de la capitale du Wallo. Diallo-Wali est un festival qui trace un peu l'histoire des Walo-Walo. Chacun protégeait son terroir. Et la plus grande victoire, disons, en tout cas une victoire, la victoire la plus connue, c'est la victoire de Diallo-Wali. Les Walo-Walo ont eu une victoire sur les Alpulaar. Et c'est pourquoi, généralement, on dit Diallo-Wali, Faïnander, Bandam Djedel aussi. Pour l'édition 2025, plusieurs artistes de Dagana ont fait des prestations devant le public. Un hommage a été également rendu à une figure emblématique de la ville. C'est-à-dire que Bamodi, quand nous mangions ou nous prenions le thieboudion de chez nous, ou le ataya autour d'un bol, Bamodi avait sa guitare au fond du salon et il captait l'audimat. Tout le monde suivait Bamodi. Et pour lui rendre hommage, pour marquer les esprits, aujourd'hui, chaque fois qu'on prend le thieboudion, au moment où on prend le ataya, dans le festival, il y aura toujours quelqu'un derrière avec sa guitare en train de faire 2-3 mots. Le festival Diallo-Wali a réuni pour l'édition 2025 beaucoup de participants venus de cultures différentes. C'est la diversité ethnique, c'est la diversité culturelle forcément. Et c'est ce qui se passe à Dagana. Par exemple, quand on va faire le carnaval, c'est les Alpulaar qui vont montrer leur culture, mais il y a un moment où on a l'impression que ce sont les Maures qui vont prendre le dessus. Le but du festival est aujourd'hui de montrer l'histoire du Wallo sur plusieurs facettes, mais également de revenir sur la vraie histoire de Diallo-Wali. Et à présent, l'actualité internationale qui nous mène tour à tour à Madagascar, au Kenya, en Côte d'Ivoire et au Tchad, où l'ancien Premier ministre Succès Masra a été condamné à 20 ans de prison pour diffusion de messages de nature raciste et xénophobe, entre autres. C'est un récit signé Daniel Diouf. 20 ans de prison ferme pour Succès Masra au lieu de 25 comme requis par le parquet général de N'Djamena et 1 milliard de francs CFA à verser à l'État du Tchad en dommages et intérêts. Ce 9 août, l'ancien Premier ministre et président des transformateurs, reconnu coupable d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe, d'associations de malfaiteurs liées au conflit intercommunautaire de Mandakao, mais également coupable de complicité de meurtre. Succès Masra resté calme et serein comme pendant toute la durée de ce procès. Quelques accolades à ses avocats, puis il se retourne vers des proches et des membres de son parti, les transformateurs, pour leur dire « Ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt ». En Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le calme ce samedi à Abidjan, dans la commune de Yopougon, à l'appel du Front commun composé des deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Après la manifestation de juin dernier, c'est une nouvelle manifestation lancée par l'opposition et autorisé par les autorités pour exiger l'inclusion de Laurent Gbagbo et Tidjane Cham au scrutin d'octobre prochain. Les agriculteurs kenyans devraient bientôt bénéficier d'un accès sans tarif douanier au marché chinois. C'est ce qu'a annoncé mercredi le président kenyan William Ruto lors d'une plénière face à plusieurs acteurs du secteur privé kenyan.
En partie négocié lors de la visite du chef de l'État kényan à Pékin en avril, l'accord trouvé s'inscrit dans une stratégie de diversification commerciale du Kenya. La Chine a donné son accord pour supprimer les tarifs douaniers sur le thé, le café, les avocats et plusieurs autres exportations agricoles en provenance du Kenya. Pendant ce temps, à Madagascar, la vanille est bien frappée par des droits de douane à 15% à l'entrée sur le marché américain, tout comme le textile. Ces deux secteurs moteurs de l'économie malgache très dépendants des importations des États-Unis en étaient jusqu'à présent exemptés grâce à l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. En sport, premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF tenue à Dar es Salaam en Tanzanie. L'ASC Jaraaf de Dakar affrontera la Colombie sportive du Cameroun en septembre prochain. Un adversaire que le champion du Sénégal va apprendre à connaître d'ici là, selon le directeur sportif du club, Cheikh Sidiba, qui ajoute que l'équipe sera prête pour relever le défi. Suivant-le. La Colombie du Cameroun, champion du Cameroun, je pense que c'est du 50-50. Je pense que c'est deux grands champions, champion du Cameroun et le champion du Sénégal qui vont se rencontrer. Et aujourd'hui, je pense que le Jaraaf va se préparer en conséquence pour être prêt lors du match aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la panique au Jaraaf, on n'a pas encore un coach officiel, mais on est en pleine discussion avec certains. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, tout sera réglé, Inch'Allah. Et déjà, on a prévu le début de l'entraînement le 18 de ce mois, donc pour entamer notre préparation et tout en espérant être fin prêt pour le match aller au Cameroun. En tout cas, nous allons faire tout notre possible pour être prêts. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas inquiet. Et on a accueilli ce tirage avec sérénité. Et d'ici là, on essaiera d'avoir des informations sur cette équipe. Toujours au premier tour préliminaire de la Coupe CAF, le représentant du Sénégal Génération Foot fera face à l'Académie Amadou Diallo de Côte d'Ivoire entre les 19 et 21 septembre prochains pour la manche aller et entre les 21 et 28 septembre pour le retour des rencontres qui seront bien préparées par les académiciens de Denis Biramdao d'après leur directeur de communication Talafal. Pour lui, Génération Foot va présenter une bonne meilleure équipe qu'il y a 2 ans. Le voici au micro de Cheikh Sadibou Diarra. L'équipe qu'on doit rencontrer, c'est une équipe ivoirienne qui est une académie comme nous. Donc il va falloir qu'on s'y mette dès maintenant. On va démarrer la préparation parce qu'on s'y attendait un peu. On savait que ça allait se jouer entre les 18, 19 et 20 septembre et que nous, on allait reprendre la saison à partir du 17, 18 par là, et ça va nous permettre d'avoir au moins un mois de préparation avant le match de Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est sûr que nous, on a arrêté il n'y a pas longtemps, donc les garçons sont encore bien en jambes pour certains, et même s'il y a encore des départs qu'on peut envisager, mais l'ossature va rester la même, et ce sera une équipe quand même assez compétitive. Et je pense quand même cette fois-ci qu'on peut avoir une équipe mieux que celle de 2023-2024. Que bon, un match n'est jamais joué d'avance, on ne connaît pas trop bien l'adversaire, mais ce qui est sûr, c'est que les techniciens vont s'y mettre dès à présent pour voir tout ce qu'a eu à faire cet adversaire-là pendant cette saison et apprendre beaucoup d'eux, comme eux certainement ils auront à le faire pour nous. Mais on sait déjà à peu près quelle équipe on va rencontrer, ce sera une équipe quand même assez compétitive. Bonne chance à nos champions représentants du Sénégal. Et voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Daniel Diouf, Pape Maguette Diarraté, Daouda Gueye et Idrissa Touré. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.